Salut Thibaut, écoute, je suis super content de t'avoir dans cette émission du Data Sommelier. Alors, tu es un ancien de Talende, tu es Mmh. français mais exporté aux US, et tu habites la côte ouest. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est pour toi. Là, il est chez nous en France, Il est 18h30. 9h30. Voilà, 18h30 en France. Donc, merci de te prêter au jeu. C'est presque un petit déjeuner pour toi. Bah, Voilà. merci à toi. Tu as développé un ETL qui est en open source. Pour l'instant, tu as développé des use cases plutôt orientés RAG, on va voir ça. Mmh. Et tu es là pour parler de ton projet, moi que je trouve génial. Donc, écoute, à toi la parole. Écoute, tout d'abord, merci de l'invitation et puis, je suis ravi de pouvoir présenter, Amphi. Donc, on va commencer directement, hein. Alors, donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Thibaut Gourdel, je suis le fondateur et développeur d'Amphi. Amphi est un nouvel ETL qui est open source et basé sur Python, ou en tout cas, qui fonctionne dans les environnements Python. Je travaille sur ce projet depuis octobre, 2023 déjà, donc ça fait quelques mois. En effet, je suis basé aux États-Unis, à San Francisco. Avant ça, j'ai un background en informatique et j'ai travaillé 6 ans pour Talend, donc 3 ans en France, puis 3 ans aux États-Unis. Ok, bon. On voit que la data intégration, c'est vraiment, comment dire ça, une spécification française, hein, une spécialité française. Donc, super que tu aies lancé ce projet. Comment ça t'est venu en fait? C'est quoi l'idée d'origine? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Donc, j'ai travaillé 6 ans pour Talend. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais chez Talend. J'étais principalement, donc j'ai fait plusieurs choses, mais principalement en marketing produit. Et donc, j'avais l'occasion de voir plein de use cases, de parler à des clients, de travailler avec la R&D, avec le produit. Donc, ça m'a toujours très intéressé. Et petit à petit, j'ai vu que j'avais des idées, que j'avais envie de faire d'autres choses. Et en même temps, j'avais envie de créer quelque chose, donc créer une entreprise ou un produit. Et donc, au bout de 6 ans, j'avais envie de partir. Donc, Talem s'est fait racheter par Click. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment de lancer un truc. Donc, c'est ça la raison. Oh, super, ok. Alors, l'agenda. Donc, je vais commencer par faire un petit historique, un peu du monde de la data et surtout de l'ETL. Et je vais expliquer pourquoi je développe un nouvel ETL, parce que c'est quand même une question qui revient. Ensuite, bien sûr, je présenterai Amphi, donc les use cases, à quoi ça sert et ses différences. Ensuite, je vous ferai une démonstration, donc une overview du produit et un use case RAG pour le coup. Donc, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Parfait. Et on finira par la roadmap, donc c'est-à-dire où est-ce que je veux aller avec ce produit. Super. Ok, donc commençons par le petit historique. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai travaillé pour Talend. Donc en fait, ce que j'appelle les traditionnels, donc les ETL traditionnels, il y en a plusieurs. Par exemple, Informatica, Pentao, Talend, mais il y en a d'autres. Par exemple, DataStage. Tous ces ETL traditionnels ont été développés il y a plus de 15 ans déjà, et tous ces logiciels ont été développés avec du Java parce que historiquement, le Java, c'était le langage de l'entreprise, de l'enterprise, et qu'à l'époque, c'était considéré comme portable grâce à la JVM et qu'il y avait beaucoup de packages développés pour Java. Ces ETL, bien sûr, ils sont designés pour la donnée structurée. En effet, à l'époque, les données d'entreprise étaient principalement structurées. Donc, on avait des données des mainframes, des bases de données comme Oracle et des gros logiciels comme SAP. Donc, toutes ces données étaient structurées. Et ensuite, dans les années 2010, on a eu une vague Big Data avec Hadoop, MapReduce et Spark plus tard. Et ces ETL traditionnels ont quand même surfé cette vague du Big Data plutôt bien en intégrant, en pouvant intégrer le processing sur des clusters Spark, par exemple. Et puis, à partir de 2014-2015, on a eu l'avènement de ce qu'on appelle les Cloud Data Warehouse, donc les data warehouse dans le cloud de type Redshift d'AWS ou bien sûr Snowflake. Et en même temps, une explosion de l'utilisation des SaaS dans les entreprises. Donc, vraiment, pour chaque unité, pour chaque équipe, on a des SaaS dédiés. Et donc ça a créé un besoin qui a amené à ce qu'on appelle la Modern Data Stack, ou ce que j'appelle le Modern ELT ici, qui permet de synchroniser des données de SaaS dans des Cloud Data Warehouse. Alors bien sûr, le use case principal
pour utiliser des modernes ELT de type Fivetran, Airbyte et dbt pour la transformation, c'est l'analytics majoritairement. Donc en fait, on fait des dashboards sur les données du data warehouse. Et en même temps, donc en parallèle de ça, on a eu aussi petit à petit l'IA qui est arrivée. Alors d'abord par le machine learning, le deep learning, et maintenant on a la révolution de l'IA générative. Et donc ça a mené aussi, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'il y a eu un shift de l'écosystème data vers le Python. Et donc ça, en fait, il y a une gravité vers le Python parce que toutes les librairies IA, ML, en fait, sont développées d'abord en Python. Ah, c'est vrai. Le Python, c'est vraiment, je dirais le standard, hein, côté data engineering. Alors tu parlais de 15 ans d'ancienneté pour les, ETL legacy, c'est presque 30 ans, tu vois? Donc là, tu as en 4 colonnes ou en 5 colonnes, tu as couvert, 30 ans d'histoire. Ouais, j'ai mis 15 et plus parce qu'en effet, ça Ouais. remonte à plus vieux. De mémoire, Informatica, c'est 1992, tu vois? Donc Ouais, ça exactement. Donc ça commence à dater. Alors ils se sont bien quand même, voilà, réinventés, hein, il y a pas de souci. ouais, complètement, tout à fait. Et le dernier point aussi que je vois arriver, c'est aussi un retour un peu à ce qui s'appelle en fait le small data après voilà, la vague big data. C'est-à-dire que bon, on n'est pas obligé d'utiliser du big data pour tout. Il faut utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Et donc, voilà, dans plein de cas, et donc dans peut-être une majorité des cas, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser des technologies big data. On peut utiliser ce qu'on appelle voilà, des librairies qui marchent sur une machine, mais qui fonctionnent très bien. Et donc, il y a, par exemple, DuckDB. Je sais que tu as fait une présentation sur DuckDB. DuckDB qui est très populaire pour ce genre de pipeline small data. Ouais, voilà, à partir du moment où ça tient en mémoire, ces Exactement. technos-là, s'adressent bien au small data, en fait. Ouais, Absolument. exactement. Et donc, dans ce contexte, voilà, à partir de ces observations, je me suis rendu compte qu'en fait, on allait avoir besoin d'un nouvel ETL, parce que je pense que ce soit les ETL traditionnels ou les modernes ELT, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir adresser tous les problèmes que l'IA générative va avoir. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je développe Amphi. Alors pourquoi l'IA change le monde, en tout cas le paysage de la data et en particulier de l'ETL? Alors d'abord parce qu'on se rend compte qu'avec l'IA et les LLM, en fait, il y a un gros sujet sur les données non structurées. Parce qu'en fait, les LLM, ils sont capables déjà de lire les données non structurées. Elles sont entraînées sur des données non structurées. Et donc, il y a tout un sujet de pouvoir extraire ces données pour pouvoir ensuite les envoyer à un LLM, par exemple, et de pouvoir utiliser toutes ces données qui ne sont pas utilisées aujourd'hui en entreprise pour en faire quelque chose de type, voilà, le use case qu'on voit tout le temps, c'est le chatbot qui est sur de la documentation, par exemple. Mais ça, c'est vraiment un petit use case par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et aussi un retour des fichiers, c'est-à-dire de pouvoir traiter des fichiers. Tout le monde de l'IA, du ML et AI, ben en fait, ils utilisent des fichiers. Et tu vois, les modernes ELT, ils sont très bons à synchroniser des bases de données ou des SAS. C'est vrai qu'en ce qui concerne les fichiers, c'est pas le meilleur outil pour pouvoir les processer. Ouais, c'est pas le use case premier en fait, pour lesquels ils ont été, designés, ouais. Tout à fait, exactement. Alors, les ETL traditionnels, pour le coup, historiquement, gèrent bien les fichiers, mais le type de fichier que l'IA amène, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des fichiers non structurés, des nouveaux formats, etc. Il faut pouvoir les supporter. Ensuite, alors je l'ai mentionné, c'est que tout l'écosystème IA, ML est Python first. Donc, toutes les librairies sont en fait développées en Python. Voilà, juste l'écosystème Python est juste beaucoup plus grand maintenant que tous les autres écosystèmes pour l'IA et le ML. Et ça force, voilà, les deux domaines de la data et de l'IA sont tellement interconnectés que ça force la data à utiliser du Python aussi. Ouais, complètement. Et le dernier point, c'est que l'IA aussi amène des nouveaux use cases, dont ce qu'on appelle RAG, qui est Retrieval Augmented Generation. Donc j'expliquerai un peu plus tard en un peu plus de détails ce que c'est, mais en gros, ça permet d'utiliser des données privées d'entreprises et de lier avec un LLM pour avoir des informations sur des données privées, en gros. Et il y a aussi des nouveaux types d'intégration. Donc, il y a des bases vectorielles qui existent depuis assez longtemps, finalement, mais qui maintenant explosent à cause des use cases de l'IA et des LLM. Ouais. Donc, ça m'amène à introduire Amphi. Alors, Amphi donc, est un
ETL, low code, et basé sur Python. Donc low code, c'est-à-dire qu'il y a une interface graphique, comme d'ailleurs vous pouvez l'avoir plus ou moins sur ce qu'on appelle les ETL traditionnels, c'est-à-dire qu'on a un canevas où on va drag and dropper des composants qu'on va lier entre eux pour développer des pipelines de données. Une des grosses différences, c'est que c'est basé sur Python, c'est-à-dire que le processing des pipelines se fait dans des environnements Python. Une des différences d'Amphi, c'est qu'il y a un support natif, donc dès le début, est pensé pour les données structurées et non structurées. Ça, c'est important. Amphi utilise des librairies Python connues, standards, je dirais, que sont Pandas, DuckDB et LangChain. Donc, il y en aura peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai décidé d'utiliser les plus connus parce que leur écosystème, leur maturité est intéressante. Ça permet de s'intégrer avec plus de choses et d'aller plus loin. Et voilà, pour l'instant, il y a un focus sur la manipulation des fichiers, l'intégration des fichiers, que ce soit en termes de format, de taille, etc. Et un focus sur les use cases IA, dont RAG. Oui, voilà, on rappelle à ceux qui vont nous écouter que c'est un projet early stage, hein, voilà, que tu as quelques connecteurs en entrée et quelques connecteurs en sortie. Mais voilà, tu as prévu de faire une petite démonstration à la fin, donc on le verra de visu. Exactement. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le projet est très récent. Et donc, on commence tout juste. Donc, on se focalise pour l'instant sur certains use cases, certains connecteurs, etc. Super. Alors, les différences majeures. Alors, d'abord, je l'ai mentionné, Amphi est open source. Donc, ça, c'est important. Alors, il est lui-même open source et basé sur un logiciel open source qui est JupyterLab. Donc, si vous ne connaissez pas JupyterLab, c'est un éditeur de notebook très connu, très utilisé, principalement par des data scientists, mais en général par les équipes data, pour de la data exploration, analysis et faire du ML AI. Et donc, Amphi est basé sur ce logiciel et est une distribution finalement de JupyterLab. Et ça a un gros avantage, c'est qu'en fait, ça permet à Amphi d'être compatible avec la plupart des extensions de JupyterLab. Et JupyterLab a un écosystème d'extensions très mature, avec des extensions intéressantes, comme par exemple une extension Git pour gérer le version control, des extensions de file system, c'est-à-dire que si on veut utiliser un file system remote de type S3 ou Azure, il y a des extensions matures pour ça. Et donc, c'était intéressant de se baser sur ce logiciel. Et enfin, le fait que ça soit open source, bien sûr, ça permet à tout le monde de self-hoster, de déployer où on veut. Et je pense que en ce moment, avec la Gen AI, les modèles, etc., je pense que pour explorer ce monde de l'IA et de la data, c'est intéressant de pouvoir le faire sur sa machine ou sur un serveur pour l'instant, parce que voilà, il y a quand même des questions qui se posent niveau privacy, sécurité, etc. Ouais. Même en termes de prototypes, hein, pour lancer des prototypes, c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer, en local. Tout à fait, exactement. Et puis, et puis quand on commence un projet comme ça aussi, c'est bien sûr plus simple de lancer ce type de déploiement que lancer directement par exemple un logiciel en SaaS qui est beaucoup plus compliqué à gérer. Le deuxième différenciateur, c'est que Amphi génère du Python. Donc, en plus de fonctionner dans des environnements Python, il génère en fait du code. Donc, le pipeline est visuel, mais il génère le code qu'il utilise derrière et que vous pouvez vous-même utiliser n'importe où. Donc, le gros avantage, c'est que c'est très portable, c'est-à-dire que vous pouvez copier-coller le code n'importe où, l'utiliser dans un notebook, dans une application, dans un fichier Python. Donc, c'est intéressant. Et ça permet de le déployer vraiment partout, donc le déployer dans des conteneurs, dans des fonctions serverless dans le cloud. Donc ça rejoint un peu ce que je racontais sur le small data et faire voilà, des pipelines qui sont efficaces, qui sont petits, mais qui fonctionnent très bien et qui coûtent, pour le coup, pas forcément très cher. Voilà, donc je suppose, il n'y a pas de runtime, hein, c'est les seules dépendances, c'est les librairies que tu auras utilisées dans ton pipeline. OK. Exactement. Il n'y a pas de runtime, il n'y a pas besoin d'agents qui tournent sur une machine pour exécuter. C'est juste du Python et des packages, normalement, les plus populaires, les packages Python. OK. Et donc ça permet de ne pas avoir de lock-in aussi, puisque si vous ne voulez plus utiliser Amphi, vous pouvez juste garder votre code Python et changer d'outil si vous le souhaitez. Donc, voilà, c'est aussi un avantage. Et enfin, Amphi a été designé ce que j'appelle AI native, donc c'est un terme un peu marketing, c'est-à-dire que dès le début, il a été pensé pour supporter les données structurées, qui est classique, mais aussi non structurées.
et donc avec un support de fichiers PDF, de fichiers Word, et des sites web HTML pour tout ce qui est use case IA, parce que le fait de pouvoir récupérer voilà, ces données non structurées, de pouvoir même récupérer d'ailleurs des données structurées d'un PDF, par exemple, ça peut être intéressant, et donc c'est ce que ça permet. Et bien sûr, il y a un support pour ce que j'appelle les RAG components, donc chunking, embedding et les vector stores. Ok. Ça t'empêche pas d'avoir un connecteur ou deux pour des bases de données, je crois, hein, il me semble. Hein. Oui, bien sûr. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir les deux, structurés et non structurés, c'est qu'en fait, bien sûr, les entreprises, elles ont plein de données non structurées, mais dans toutes ces données non structurées, il n'y a pas forcément les données les plus importantes. Et les données peut-être les plus importantes dans les entreprises, toujours, sont structurées. Elles viennent du CRM, elles viennent, etc. Donc, pouvoir supporter aussi les données structurées pour faire des use cases de ce type, c'est quand même important. Et en effet, on supporte donc pas mal les fichiers et on a support pour des bases de données de type MySQL, Postgres. Et on va en ajouter, enfin, je vais en ajouter bientôt plus. Ok. Ok, donc c'est le temps de la démo. Donc je vais faire une petite overview d'Amphi d'abord, de l'interface, de comment ça marche. Et ensuite, je ferai aussi un use case RAG simple. Donc je vais essayer de faire simple parce que si vous connaissez RAG, c'est très simple. Quand on ne connaît pas au début, il faut pouvoir suivre. Donc j'ai mis un schéma. Donc en fait, le but de RAG, tout simplement, c'est que au lieu de poser une question à un LLM et qu'il se base sur ses données d'entraînement pour répondre, on va en fait lui donner du contexte, basé sur des données qu'il n'a pas. Donc l'exemple que j'ai cité plus tôt de la documentation, en fait, quand on pose une question, pour que le LLM puisse répondre de manière précise sur des données précises, on va lui envoyer les informations d'une documentation en même temps dans le prompt. Comme ça, il aura le contexte et il pourra répondre précisément. Et c'est ça le but du RAG. Ok. Je switch sur l'environnement de démo, c'est ça? Ouais, Alors, on y est, voilà, écoute. exactement. Alors, Donc ça, c'est AmphiETL. Donc si vous connaissez Jupyter Lab, vous allez reconnaître un peu l'interface, c'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un workspace avec bien sûr votre file system, donc ça peut être un dossier ou tout votre file system, où vous pouvez gérer vos fichiers et tout ça. Donc les pipelines d'ailleurs sont aussi des fichiers, comme les notebooks sont des fichiers, donc tout est fichier. Et au centre, si je crée un nouveau pipeline, vous avez le canevas, où on peut drag and dropper des composants. Les composants sont à droite. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux sections, deux catégories à droite. C'est-à-dire qu'il y a les composants structurés et les composants non structurés. Et donc, je vais vous montrer par exemple un petit exemple pour commencer. C'est-à-dire que on peut déjà drag and dropper un fichier CSV qui va créer un composant CSV. Vous avez des settings un peu plus poussés ici. Et pour chaque composant, vous pouvez exécuter pour voir le résultat en fait que ça donne. Voilà, donc là, quand vous exécutez un composant, vous avez dans la console, ce que j'appelle la pipeline console, vous avez un sample de la donnée. Donc ici, on voit qu'on a quelques colonnes. ok, donc c'est un peu WYSIWYG, hein. Tout à fait. Voilà, ce que tu déploies tu déploies ton composant et tu as un accès immédiat aux sources. Hein. Ouais, exactement. Donc pour les fichiers, il y a juste à drag and dropper. Pour les autres types de connecteurs, il faut les setuper, mais ça, c'est assez classique pour le coup. Et donc, on va faire voilà, un petit use case RAG pour le coup. Alors, dans ce use case, je voulais changer un peu. Au lieu de faire de la documentation, je voulais utiliser un autre type de source. Et en fait, ce que j'ai prévu, c'est d'utiliser des commentaires de Reddit sur un thread qui parle de Streamlit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Streamlit, c'est un package, c'est une librairie Python pour faire des petites applications de machine learning et d'IA. Et donc, à un moment, je voulais savoir si Streamlit était production ready ou pas. Et je suis allé sur Reddit pour voir un peu ce que les gens en pensaient. J'ai récupéré tous ces commentaires de Reddit via l'API et je les ai mis dans ce fichier. Alors, oups. Je vais recommencer, excusez-moi. Voilà, donc excusez-moi, j'ai dû faire une mauvaise manip. Mais on a nos data de Reddit. Donc, comme vous pouvez le voir, on a dans ce fichier CSV 6 colonnes. On a un ID, le body, qui est le contenu des commentaires, l'auteur, le score, etc.
Et en fait, ces commentaires-là, on va les envoyer dans ce qu'on appelle un vector store, donc une base vectorielle. D'abord, je vais enlever les colonnes qui ne me plaisent pas. Donc, il y a des colonnes dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais retrieve les colonnes et je vais garder que le body, qui est le contenu des commentaires, les auteurs et la date à laquelle ils ont été créés. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mes 3 colonnes qui ont été gardées. Et ensuite, donc, je vous ai dit qu'il y avait un support pour les données structurées et non structurées. Et donc là, ce sont des données structurées. Les données sont en colonnes et en rows, en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ces données structurées en un format non structuré, c'est-à-dire qu'on va créer des documents. Donc, le document, donc, dans le monde du structuré, dans le monde Python, les données structurées, on appelle ça des data frames. Et dans le monde non structuré, on appelle ça en fait des documents. Alors, même, donc c'est le mot qui a été choisi. Toutes les librairies de IDEA qui fonctionnent avec les LLM utilisent ce mot de document. Et en fait, je vais vous montrer le format que ça a. Donc, je choisis en fait en tant que contenu principal de mon document le commentaire en lui-même, le body du commentaire. Donc, je vais exécuter ce composant aussi. Et voilà. Et en fait, un document, c'est constitué d'un contenu principal et de metadata. D'accord. C'est assez simple. Et toutes les librairies utilisent à peu près ce format, plus ou moins. Donc là, on a 2 métadatas par défaut qui sont l'auteur et la date, et on a tous nos documents qui sont les commentaires. Donc il y a des tailles différentes, évidemment. On a 38 commentaires, comme on peut le voir ici. Donc là, je vais switcher sur les composants non structurés. Et pour faire un pipeline RAG, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va chunker, ce qu'on appelle chunker les documents. Parce qu'en effet, quand on a des documents de plus ou moins grande taille et quand on a une grande différence, ce qu'on veut, c'est avoir des tailles plutôt similaires, en fait. Ouais. Ça, c'est une opération qui est pas forcément intuitive, hein, le chunk, hein, parce qu'il faut jouer avec certains paramètres et puis ça joue énormément sur le résultat final. Exactement, c'est très important. Donc, c'est un paramètre qui est très important. Il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs techniques. Donc, c'est une partie qui n'est pas évidente. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un outil low-code pour ça. C'est qu'on peut très facilement quand même changer, tester, fine-tuner, etc. Dans les cas moyens, le type de chunking qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le recursive chunking. Donc, c'est celui qu'on utilise souvent par défaut, parce que c'est lui qui marche plus ou moins bien, de manière correcte. Alors, quand on fait du chunking, il faut décider de la taille du chunking. Donc, vous avez sans doute entendu parler de token pour les LLM. Donc, c'est l'unité qu'utilisent les LLM pour compter un ou deux, je crois que c'est entre 1 et 3 tokens pour un mot à peu près. Ici, on va utiliser 500, parce que j'ai déjà fait des tests et je sais que 500, c'est un peu mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le recursive chunking, tout simplement, c'est que ça va faire une boucle sur votre texte. Ça va déjà essayer de chercher les paragraphes, donc en cherchant les doubles lignes, ensuite les sauts de ligne tout court, single new line, ensuite les espaces entre les mots. Donc, ça va, en fait, de manière récursive, aller chercher ce type de découpage. D'accord. Ouais. Donc, on va exécuter cela. Voilà. Donc, on va avoir du mal à voir la différence, mais si je regarde le nombre, j'ai 42 documents maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a dû découper quelques documents en 2 ou 3. Donc, c'est mieux. Et c'est important de les découper. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va envoyer ces documents au LLM pour répondre à notre question, en fait, plus le morceau, en tout cas le document est petit et précis sur la question, plus il aura d'importance. En fait. Ouais, exactement. Si on envoie des énormes documents, peut-être que l'information importante va être diluée. Donc, c'est ça l'importance sur le chunking. OK. Voilà, et ensuite, on va l'envoyer dans une base vectorielle. Donc, je vais l'envoyer dans Chroma, qui est une base vectorielle open source assez connue. Donc, il y a plusieurs types de bases vectorielles. Il y en a des propriétaires, il y en a des SaaS. Pinecone est une des plus connues en SaaS. Alors, pour envoyer dans une base vectorielle, il y a l'étape d'embedding. Alors, l'embedding, c'est quoi ? C'est en fait, on va utiliser un petit modèle de machine learning qui va essayer de vectoriser nos documents
en traduisant le document avec du meaning, avec du sens. Donc, en fait, les LLM, ils sont capables de comprendre le sens des mots. Et ben là, on va faire le mode inverse. On va prendre les documents, essayer d'extraire le sens et ensuite stocker ce vecteur qui représente le sens du document dans la base vectorielle. Ok, très clair. Alors, bien sûr, il faut mettre la clé d'OpenAI. Donc voilà, pour l'instant, le modèle le plus utilisé en embedding, c'est OpenAI. Il y a Hugging Face aussi, qui en a un qui est très utilisé. Il y en a d'autres, évidemment. Donc, je vais exécuter mon pipeline. Alors, Donc là, tu repars du début à chaque fois ou en fait, c'est des étapes, c'est pré-stocké, il y a du staging entre chaque étape? oui, alors il y a du staging. Pour le coup, quand on fait un pipeline en entier, il le fera depuis le début. Ouais, Mais d'accord. à chaque fois, en effet, il garde en mémoire, sauf s'il y a eu un changement, ce qu'on appelle downstream. Évidemment, si par exemple, je suis à cette étape-là et que je modifie celui-là avant, il va tout recalculer. D'accord, Mais d'accord. sinon, il garde en mémoire. Ouais. D'accord, donc là, quand tu appuies sur le bouton, tu régénères le code qui va bien et tu le soumets, tu l'exécutes. Oui, d'ailleurs, tu me fais penser que je peux montrer. Donc, on a un bouton Export to Python Code. Donc là, on peut voir le code qui a été généré, tout simplement. Donc, on voit qu'à chaque étape, on a un commentaire. Et donc, le but, c'est d'avoir le code le plus lisible possible, le plus humain, parce qu'en fait, le sujet, quand on génère du code de manière programmatique, c'est que des fois, c'est pas très lisible. Ouais. Donc, je fais au mieux, on a fait au mieux pour que ça soit le plus lisible possible. Ok, super. Donc voilà, le pipeline success, ça a été enregistré et j'ai préparé une petite app Streamlit pour faire la démonstration. Donc en fait, je vais poser une question. D'abord, je vais utiliser 100 RAG pour voir la réponse. Donc ma question, c'était est-ce que Streamlit est production ready? Donc je vais lui poser la question. J'ai dû préparer exactement. Donc ça, c'est la réponse du LLM. Donc OpenAI, je crois que j'utilise le 3.5 tout simplement. Et il répond, it depends on the specific use case, etc. Donc là, il utilise ces données de training, donc ce qu'il a appris sur le web en gros. D'accord. Et maintenant, je vais utiliser RAG. Donc là, il est connecté à ma base Chroma. Et là, directement, déjà, il est allé chercher 4 documents pour écrire sa réponse. Donc on peut voir que c'est des documents de Chroma qui sont basés sur les commentaires Reddit. Il y en a 4. Et basé sur ces documents, il a changé sa réponse. Et là, il dit non, Streamlit n'est pas production ready. Voilà, il explique pourquoi. Alors, les commentaires Reddit, ils sont un peu durs, hein, donc je ne suis pas sûr qu'on devrait leur faire confiance. Mais en tout cas, c'est le but, c'est qu'ils se basent sur un contexte pour pouvoir répondre. Oui, voilà, là, il te recrache ce qu'il y a dans les commentaires. Hein, donc, voilà, il fait un résumé des commentaires et il te recrache. Exactement. Voilà, donc si tu tombes sur des rageux, bah, tu auras des... Dans ce cas-là, oui, parce que voilà, évidemment, quand on se base sur des commentaires Reddit, mais c'est vrai que le use case principal, c'est se baser sur des données qu'on considère vraies dans l'entreprise, une documentation, Voilà, c'est ça. des mémos, etc. Et ça permet de pouvoir poser des questions sur tout ce knowledge de l'entreprise dans le non structuré. Quoi. Bah, écoute, c'est génial. Bon, j'ai pas regardé le chrono, mais tu as passé quoi, 3 minutes ou 4 minutes à faire un process complet depuis l'ingestion de ce CSV jusqu'au résultat final. L'interface, elle est hyper simple. J'ai l'impression qu'on peut mettre ça entre les mains de quelqu'un, bon, évidemment technique, mais il n'y a pas 3000 composants non plus, donc on s'y retrouve. Et surtout, voilà, tu génères du code Python derrière. Ouais. C'est hyper clair. Voilà. Bah, bravo déjà pour ça, pour ce MVP, cette version 0 qui est hyper fonctionnelle et finalement avec un GUI déjà très opérationnel. Exactement. Alors ça fonctionne. Alors bien sûr, il peut y avoir des bugs. D'ailleurs, au tout début, il y a eu un petit glitch. Bon, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. C'est démo live, c'est toujours comme ça. Mais non, ça fonctionne. Voilà, tout a été plus ou moins testé, ça fonctionne. Pour l'interface, voilà, le but c'est d'avoir une interface simple, c'est-à-dire que on peut avoir un pipeline simple qui fonctionne dès le début. Voilà, donc en fait, il y a des paramètres principaux, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on peut aller plus loin. Mais normalement, avec les paramètres principaux, on a un pipeline fonctionnel dès le début. C'est le but, et de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne très vite et d'ensuite pouvoir améliorer, consolider avec des paramètres un peu plus poussés. Donc, c'est pareil. Ouais, super. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme autre composant? On peut peut-être le survoler rapidement.
Ouais. Donc en structuré, bien sûr, on a le support de pas mal de fichiers, un composant REST pour les API, D'accord. Parquet, XML, alors Google Sheet. Pour l'instant, 2 bases de données relationnelles, les principales, MySQL et Postgres. Le fait de pouvoir extraire des données structurées d'un PDF, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un tableau dans un PDF et que vous voulez récupérer ces données, vous pouvez utiliser ce composant PDF Tables. Alors là, j'ai un composant Reddit, c'était pour le test, c'est pas le plus important. En termes de transformation, on a aussi sans doute les transformations les plus classiques, filtering, agrégation, join de dataset, conversion de type, split de colonnes, l'extraction, le sort, donc le triage, la déduplication. Donc c'est des composants de transformation classiques. Je pense qu'il en manque quelques-uns encore qu'on pourrait rajouter, par exemple le pivot de table qui va arriver bientôt. D'accord. Et en output, on a les mêmes qu'en entrée finalement. Ok, très bien. Et dans le non structuré, pour l'instant, on supporte en input les sites web, donc le HTML de site web, on peut mettre n'importe quel site, les PDF et les documents Word. En termes de transformation, donc il y a 3 composants de chunking pour l'instant. Donc le fixed size chunking, c'est le plus simple en fait. Il n'est pas très utilisé dans la vie réelle, à vrai dire, mais pour le test, il peut être intéressant. Le semantic chunking, pour le coup, est beaucoup plus intéressant. Là, on utilise des modèles de machine learning pour essayer de découper les documents en fonction du sens des phrases. Ça peut être très intéressant. Je dirais que c'est sans doute le plus utilisé avec le récursif. Alors, il y a d'autres méthodes, bien sûr, mais en tout cas, le sémantique est très utilisé. Le récursif, on l'a vu. Et quelques transforms pour gérer le HTML, parce que quand on récupère du HTML de site web, il y a des choses à enlever dont on n'a pas besoin. D'accord. Donc, il y a un parsing de HTML et aussi le fait de pouvoir convertir du HTML en Markdown, parce que le Markdown, c'est un langage, plus ou moins un langage, mais ça permet de retranscrire quand même des choses importantes, de type des headers, des paragraphes, etc., de manière beaucoup plus simple que du HTML. Donc pour les LLM, ça peut être intéressant de formater sa donnée non structurée avec du Markdown, qui prend un peu moins de place, qui est moins verbeux que le HTML. Et en output, pour l'instant, il y a 2 vector stores, Pinecone et Chroma, et il y en a d'autres qui arrivent très rapidement. Ouais, super. Donc, tu as vraiment l'essentiel pour démarrer un système RAG, en fait. Hein. Oui, exactement. Alors Pinecone, c'est le principal pour du SaaS, donc c'est très simple à utiliser. Et Chroma, c'est très simple à utiliser aussi parce que ça peut être fait en mémoire. Et donc c'est intéressant quand vous n'avez pas envie d'installer ou de lancer une base quelque part, vous pouvez le faire en mémoire et faire des tests très rapidement. Ouais, d'accord. Du prototypage. D'accord. Bah, écoute, génial. Je retourne sur la scène PDF. C'est ça, je crois que tu as encore la partie roadmap que tu voulais nous montrer. Ouais, exactement. Je vais essayer d'être rapide. Donc en effet, on est toujours à la très early stage, il faut le dire. Donc j'avais release d'abord un premier MVP en mars qui était sous la forme d'une extension JupyterLab. Et ensuite, il y a un mois, en mai, j'ai lancé Amphi-ETL, qui est une version standalone du produit. Je la considère en bêta, c'est-à-dire qu'il y a des améliorations à faire, mais par contre, vous pouvez déjà tester. Donc, s'il y a des gens qui veulent tester, n'hésitez pas à aller sur le GitHub. De l'installer, c'est très simple, c'est un package Python, une commande pour le lancer, donc allez voir le GitHub. Et si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas soit à l'envoyer dans GitHub avec les issues, soit à aller sur le Slack et à me le dire directement, ou sur LinkedIn. Et pour plus loin, bien sûr, c'est le support des plateformes data majeures de type AWS et Snowflake, c'est-à-dire pouvoir s'intégrer avec ces plateformes. Et en termes de features qui sont en développement, j'ai eu beaucoup de demandes de composants custom, c'est-à-dire de pouvoir développer son propre composant. Donc ça, c'est une priorité puisque j'ai eu la demande plusieurs fois. Le support for Modin. Alors, Modin, c'est une librairie Python qui permet de scaler Pandas. Et pour mes pipelines structurés, j'utilise Pandas. Et donc, le fait de supporter Modin, ça permettrait de scaler ces pipelines sur soit plusieurs corps sur une machine, voire plus. D'ailleurs, vous avez sans doute peut-être vu l'annonce de Snowflake qui a annoncé son support de l'API Pandas. Et en fait, ils utilisent Modin derrière parce qu'en fait, ils ont racheté la boîte qui développe Modin. Ouais, c'est ça. Qui est un projet open source. Et voilà, aussi le management de connections parce que Amphi supporte les variables d'environnement,
mais on peut faire mieux en termes de management de connexion, c'est-à-dire pouvoir réutiliser les mêmes connexions plus facilement dans les pipelines. Bon, bah, super. Donc c'est un appel à la communauté data. Tu welcomes, ceux qui voudront bien contribuer. Donc, Oui, tout à fait. et je crois qu'il y a ton lien GitHub, voilà, sur le dernier slide, hein, c'est ça? Ouais. Hop. Alors, il y a le lien, donc c'est le lien du site, mais vous avez un lien direct sur GitHub, c'est de toute façon. Si vous cherchez AmphiETL GitHub, je pense que de toute façon, vous le trouverez. Et en effet, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn et rejoindre le Slack. On est quelques-uns déjà, donc si vous avez des questions, allez sur le Slack. Bon, bah, super. Merci, Thibaut, pour ça. Bravo pour ce projet, qui en très peu de temps est sorti de terre et puis avec une version 0 peut-être, mais une version fonctionnelle. Ouais, Donc, bravo pour ça. merci. Donc c'est un appel à communauté. Tous les volontaires sont les bienvenus pour, t'aider, à contribuer et à Ouais, enrichir, le produit. Voilà. Beh, écoute, moi ce sera avec plaisir de continuer à suivre tes avancées. Voilà, moi ouais, je te donne rendez-vous peut-être dans 6 mois. On regarde, où tu en es et puis, voir s'il y a les nouvelles fonctionnalités et refaire un petit passage en revue de tout ça. Ce sera avec, ouais. plaisir. Super, avec plaisir aussi. Merci beaucoup. Eh beh, écoute, je lance le générique de fin, puis on se retrouve, après, offline. À très Ça marche. bientôt.